Le notaire tremblait en découvrant 2 testaments dans le coffre de ma mère. Il m'a soufflé de fuir avant le chaos. J'ai écouté son avertissement, cette nuit-là, je suis parti en silence pour ne plus jamais revenir. L'air de la fin de l'été en Provence s'accrochait au mur de la vieille maison de ma mère, lourd du parfum de la cire à la lavande qu'elle utilisait pour faire briller chaque surface en bois. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ses funérailles, et pourtant la pièce portait encore sa présence, comme si elle venait juste de sortir dans le jardin et pouvait revenir à tout moment. J'étais assise tranquillement au bord du canapé, les mains croisées sur mes genoux, essayant d'ignorer la façon dont mes frères et sœurs tournaient dans la pièce comme s'ils en étaient les propriétaires. Les photographies de famille le long du couloir nous observaient tels des témoins silencieux. Anniversaire, remise de diplôme, matin de Noël où tout le monde feignait une proximité qui n'avait jamais vraiment existé. Sabine, ma sœur aînée, s'installa dans le fauteuil de mère au bout de la pièce, sa posture délibérée. « Nous n'avons pas toute la journée », annonça-t-elle en tapotant ses ongles sur la coudoir. « Le notaire sera là sous peu. Faisons vite. » Bastien leva les yeux au ciel et s'adossa contre le mur, marmonnant comme si nous ne connaissions pas déjà la fin de l'histoire. Delphine reniflait dans son mouchoir, bien qu'elle ait pleuré par intermittence depuis l'enterrement d'une manière qui semblait plus théâtrale que sincère. Je gardai ma voix calme mais ferme. Ce n'est pas une question de rapidité, Sabine. Il s'agit de faire les choses correctement. Son regard perçant traversa la pièce. Épargne-nous la leçon, Léa. Tu as été le bébé de cette famille toute ta vie. Tu n'as pas à nous dire comment cela doit se passer. La piqûre de ces mots m'était familière. Il m'avait toujours vu comme la plus jeune, celle qui méritait le moins de respect. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Le vieux coffre-fort en chêne se dressait dans le coin, sa présence projetant une ombre dans la pièce. Il appartenait à ma mère depuis des décennies, contenant plus que de l'argent ou des papiers. Il portait ses secrets, ses intentions, peut-être son dernier mot sur qui nous étions les uns pour les autres. Ma poitrine se serra alors que je le regardais. Les conversations autour de l'héritage avaient déjà commencé à pourrir. Quel que soit le peu de lien qu'il nous restait, je pouvais le sentir, l'air s'épaississant d'une avidité déguisée en chagrin. Juste au moment où la tension atteignait un silence inconfortable, la porte d'entrée grinça. Le notaire arriva, portant une mallette en cuir usé et un trousseau de lourdes clés. C'était un homme âgé aux cheveux gris clairsemés, le genre de professionnel qui avait vu trop de familles se défaire dans des pièces comme celle-ci. Il nous salua avec une chaleur polie, mais ses yeux s'attardèrent sur moi un instant plus longuement que sur les autres. Une lueur de reconnaissance ou d'avertissement que je ne pus déchiffrer. « Pouvons-nous commencer » demanda-t-il en posant doucement sa mallette sur la table. Enfin, marmonna Sabine. Elle fit un geste vers le coffre-fort. Finissons-en. Je bougeai sur mon siège pour remarquer que Bastien tirait ma chaise un peu plus loin de la table, comme pour me rappeler où était ma place. Je ne protestai pas. Je laissai le geste en suspens, le stockant comme une munition. Le notaire s'accroupit près du coffre, insérant une clé après l'autre jusqu'à ce que les goupilles cliquettent. Le son résonna dans la pièce comme un battement de tambour. Mes frères et sœurs se penchèrent en avant, les yeux plissés par l'anticipation. Mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. Je pensais aux mains de ma mère. Combien de fois avait-elle dû toucher ce même cadran, nous cachant quelque chose jusqu'à son départ. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pile soignée de documents à l'intérieur. Au-dessus reposait le testament attendu, net et officiel, le genre que mes frères et sœurs s'étaient probablement préparés à entendre. Mais le notaire hésita, sa main effleura une autre enveloppe glissée plus profondément, scellée avec l'écriture de ma mère en travers. La pièce se figea. Il souleva lentement les 2 documents, les sourcils froncés, les lèvres serrées avant de me regarder à nouveau. Se penchant plus près, sa voix n'était qu'un murmure, il dit « Fuyez avant qu'il ne lise ceci ». Mon estomac se retourna. « Que voulez-vous dire » articulai-je silencieusement, mais il se contenta de glisser les enveloppes sur la table, sa main tremblant alors qu'il reculait. Sabine se pencha instantanément en avant, les yeux brillants. « Qu'est-ce que c'est » ? 2 testaments, répondit le notaire, la voix tendue. L'un dactylographié et notarié, l'autre manuscrit. Scellé. Les mots atterrirent comme une étincelle dans de l'herbe sèche. Mes frères et sœurs éclatèrent en questions, mais je ne pouvais pas parler. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. 2 testaments. Ma mère avait laissé quelque chose de caché.
Alors que j'essayais de me stabiliser, les yeux de Sabine croisèrent les miens. Elle eut un sourire narquois, se penchant juste assez près pour que j'entende son venin. Tu as toujours pensé que maman t'aimait le plus, siffla-t-elle. Voyons si elle t'a vraiment laissé quelque chose. Bastien gloussa dans sa barbe tandis que Delphine me lançait un regard pitoyable qui piquait plus qu'une gifle. Je gardai le visage immobile, ma voix verrouillée à l'intérieur. La rage et la honte montèrent, mais je ravalai tout. Je savais que si je leur donnais quoi que ce soit, ils le tordraient et l'utiliseraient contre moi. On dit qu'on ne connaît pas vraiment sa famille tant que quelqu'un ne meurt pas, pensai-je en fixant les enveloppes. Et ils avaient raison. Le notaire s'éclaircit la gorge, essayant de rétablir l'ordre. Mes frères et sœurs se pressèrent plus près, exigeant qu'ils lisent. Je remarquai ses mains trembler, le papier s'agitait entre ses doigts. Je me souvins du murmure de ma mère des semaines auparavant. Ne les laisse pas prendre ce qui est à toi. Assise là, acculée mais pas vaincue, je réalisais que la vérité était sur le point de m'être arrachée, ou qu'elle était sur le point de m'armer. Le silence serait mon bouclier, du moins pour l'instant. La pièce n'avait pas changé, mais elle semblait plus petite après la révélation du notaire. Mes frères et sœurs planaient près de la table, leurs voix montant et descendant comme des vagues frappant contre un rocher obstiné. La découverte de 2 testaments avait jeté de l'essence sur les tensions latentes qui étouffaient déjà l'air. Au lieu de s'arrêter pour réfléchir à ce que notre mère avait voulu, ils insistèrent pour que nous nous asseyions tous en famille pour décider comment gérer cela. Sabine tira à nouveau la chaise de mère. Son autorité était assumée sans question. Elle regarda autour de la pièce et fixa finalement ses yeux sur moi. Réglons ça avant que ça ne devienne laid. Les adultes vont s'en occuper. Tu peux écouter. Je ravalai une réplique. J'avais entendu des variations de cette phrase toute ma vie. Laisse les aînés décider. Tu es trop jeune. Tu ne comprends pas. À 34 ans, je n'étais guère jeune, mais dans cette maison, j'étais toujours l'enfant qui n'avait pas sa place à la table des grands. Bastien s'appuya sur le dossier d'une chaise, souriant en coin. Honnêtement, Léa, tu devrais être reconnaissante d'être même ici. Certaines familles ne prendraient même pas la peine d'appeler la plus jeune. Delphine tamponna ses yeux avec le mouchoir qu'elle portait comme un insigne de fragilité. C'est tellement stressant, murmura-t-elle, sa voix se brisant opportunément juste au moment où Sabine se redressait pour parler. Pouvons-nous s'il vous plaît traverser cela sans rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà? Je m'assis, le cœur lourd, en remarquant que ma chaise n'était plus à la table. Elle avait été tirée de quelques mètres en arrière, orientée de biais comme si j'étais une observatrice, pas une participante. Personne ne reconnut le changement, mais tout le monde le vit. Sabine s'éclaircit la gorge et joignit les mains dans une performance d'équilibre. Nous tiendrons un conseil, juste nous, les frères et sœurs. Nous décidons de ce qui est juste. Nous connaissons les intentions de mère mieux que quiconque. Juste, répétai-je en écho avant de pouvoir m'arrêter. Ses yeux brillèrent comme ceux d'un juge réduisant un accusé au silence. Oui, juste. Et ne m'interromps pas. La conversation avança sans moi. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour ajouter quelque chose, Sabine me coupait la parole d'un geste dédaigneux où Bastien plaisantait sur le fait que je n'avais jamais mis un centime dans le domaine familial. Delphine intervenait avec des gémissements et des soupirs qui attiraient la sympathie loin de moi et vers ses mains tremblantes. L'amertume montait comme de la bile, mais je pressais mes paumes contre mes genoux, m'ancrant dans le silence. La voix de ma mère me revint, sa main reposant sur la mienne quelques semaines seulement avant son décès. Garde ta dignité, Léa. Ils essaieront de te l'arracher morceau par morceau. Ne les laisse pas faire. Alors je restai assise à avaler mes mots, les regardant prétendre que l'équité était possible alors que leurs esprits étaient déjà décidés. Plus ils parlaient, plus l'humiliation coupait profondément. Je n'étais pas invisible. J'étais délibérément diminué. Cette distinction comptait. Lorsque Delphine se leva finalement pour aller chercher de l'eau pour tout le monde, je pensais que le moment pourrait briser la tension. Elle revint avec un plateau de verre rempli de glaçons, des quartiers de citron perchés délicatement sur le bord. Elle les distribua un par un, offrant de petits sourires de réconfort à Sabine et Bastien. Lorsqu'elle arriva à moi, elle posa un verre devant moi, vide de glaçons, sans citron, juste de l'eau claire du robinet qui remplissait à peine la moitié du verre. Je le fixai un long moment. Sabine ne me regarda pas, mais je surpris le tremblement de son sourire au coin de sa bouche.
dit Delphine rapidement, feignant la surprise. Ça a dû être une erreur. Elle ne fit aucun geste pour corriger cela. Personne ne m'offrit son verre. La salle passa simplement à autre chose. Je courbais mes doigts autour du gobelet frais et sans poids et forçais mon visage à la neutralité. Le respect ne se réclame pas, pensais-je. Il se révèle par la façon dont les gens vous traitent quand ils pensent que vous n'avez aucun pouvoir. L'humiliation brûlait plus fort que la colère. Ce n'était pas le verre en soi. C'était le message. Tu ne comptes pas. Tu ne mérites même pas la plus petite courtoisie. Pourtant, je ne bus pas dedans. Je n'y touchais pas. Je le laissais là. Un symbole qu'il pensait que j'étais trop faible pour remarquer. Mais je remarquais tout. Le silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la mémoire. Et je stockais chaque insulte, chaque affront comme des munitions. Alors que le soi-disant conseil s'éternisait, je dérivais vers l'intérieur. Les familles ne se fracturent pas seulement par de grandes trahisons. Elles s'érodent par un millier de petites coupures. Une chaise reculée. Un verre laissé à moitié vide. Une voix rejetée avant qu'elle ne se forme. Ces gestes n'étaient pas des maladresses. C'étaient des armes aiguisées par l'habitude. Toute ma vie, j'avais été la plus jeune, celle protégée des décisions, dépouillée d'autorité par l'ordre de naissance. Et pourtant, entre ces murs, j'avais porté le fardeau le plus lourd. J'avais été celle qui cuisinait pour maman quand elle ne pouvait pas tenir debout, qui la conduisait au rendez-vous, qui restait quand tout le monde trouvait des excuses pour partir. Mais pour eux, ce travail était invisible. Un devoir, pas un sacrifice. Basique, comme Sabine l'avait un jour appelé. Je réalisais alors que ce combat n'était pas seulement une question d'héritage. C'était une question de reconnaissance, de dignité, la validation des années que ma mère et moi avions passées ensemble quand personne d'autre ne venait. Plus j'y pensais, moins je me sentais blessé. La douleur commençait à se transformer en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Je ne les combattrais pas avec des cris. Ils prospéraient dans le bruit. Je les combattrais avec la seule chose qu'ils ne pouvaient pas prédire, la patience. Le soi-disant conseil se termina sans résolution. Mes frères et sœurs feignaient la civilité, mais l'air bourdonnait de suffisance. Sabine sourit au notaire comme si elle avait déjà gagné, sa main reposant sur les documents comme si elle les possédait. J'observais en silence, mon verre à moitié vide intact. Ils pensaient que le conseil avait prouvé ma faiblesse. Ce qu'il avait vraiment prouvé, c'était leur peur que si jamais je parlais, la vérité ne les démasque. Alors que Sabine chuchotait quelque chose de bas au notaire, ses yeux tombèrent sur la table, mal à l'aise. Ma poitrine se serra. Quoi qu'elle prévoie, ce n'était que le début. Il pensait que j'étais trop faible pour riposter, mais la faiblesse a son propre pouvoir. L'air dans le salon était devenu vicié, rempli de ce genre de silence qui n'était pas la paix, mais une pression. Après le conseil, après le verre vide qui trônait comme une insulte devant moi, j'avais besoin de respirer. Je me levai sans demander la permission et me glissai dans la cuisine, laissant le cadre de la porte marquer une frontière entre moi et la performance étouffante qu'il jouait encore dans l'autre pièce. La cuisine sentait légèrement l'encaustique et le vieux bois, mais en dessous persistait quelque chose de plus doux. Lavande et citron, la combinaison préférée de ma mère. Les comptoirs étaient nets, bien que je susse que Sabine avait déjà passé les tiroirs au peigne fin plus tôt ce jour-là, cherchant tout ce qu'elle pourrait revendiquer comme preuve de contrôle. Je m'appuyais contre le comptoir, aspirant le vide, essayant de calmer la tempête en moi. Le silence, me rappelais-je, n'était pas de la faiblesse. Parfois, le silence était un bouclier, et dans des moments comme celui-ci, c'était la seule chose qui me gardait intacte. Ma mère avait toujours dit que la patience survivrait à la cruauté. Elle m'avait dit de garder ma dignité quand les autres voulaient me dépouiller. Je pouvais encore entendre sa voix. Ta valeur n'est pas décidée par la force de tes cris, mais par la durée pendant laquelle tu peux tenir debout. Le contraste me frappa. À quelques mètres de là, mes frères et sœurs étaient assis dans le salon, se déchirant mutuellement avec un venin poli. Et ici, dans la cuisine, son esprit persistait encore. Cet espace portait une chaleur qu'il ne pouvait pas toucher. Je fermais les yeux et laissais le souvenir venir. C'était tard une nuit, seulement quelques semaines avant son décès. La maison était calme, mais je l'avais entendu appeler doucement depuis sa chambre. Je m'étais précipité,
et elle avait pris ma main, sa peau fine comme du papier, sa poigne étonnamment ferme. Ses yeux, bien que voilés, trouvèrent les miens avec clarté. « Je sais qu'il ne te voit pas », chuchota-t-elle, son souffle court, mais sa voix délibérée. « Mais moi, je te vois. Ne t'inquiète pas, je me suis occupé de tout. » Je me souviens de la façon dont ses doigts se serrèrent comme pour ancrer ces mots en moi. Il y avait eu une urgence, une insistance qui allait au-delà du réconfort. C'était une promesse. J'avais demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle m'avait seulement donné un petit sourire, ses lèvres pâles et tremblantes. À l'époque, je pensais qu'elle m'apaisait. Ce soir, dans cette maison, où son absence semblait plus forte que n'importe quelle présence, je réalisais que c'était plus. Cette promesse concernait le testament, celui qui était caché. Elle avait su que cette tempête arrivait, et elle m'avait laissé sa protection finale. Je m'assis à la petite table de cuisine, reposant ma tête dans mes mains, et laissai les larmes venir. Elles n'étaient pas pour l'héritage. Elles étaient pour la validation. Enfin, quelqu'un m'avait vu pour ce que j'étais, pas pour ce qu'il disait que je n'étais pas. Pendant des années, j'avais été invisible pour ma famille, mais pas pour elle. Quand je levai la tête, mes yeux captèrent une tache de couleur près du linge plié. Sur le comptoir, empilée soigneusement, se trouvait une pile de serviettes que ma mère utilisait depuis des années. La plupart étaient simples, délavées par le temps et les lavages, mais l'une d'elles était différente. Je la ramassai délicatement, la dépliant. Dans le coin, brodé avec un fil légèrement irrégulier, se trouvait mon nom, Léa. La vue me coupa le souffle. Aucune des autres serviettes ne portait de nom. C'était la sienne, faite de sa main. Chaque boucle de fil était la preuve qu'elle pensait à moi-même dans les plus petits recoins de sa vie. Je pressai le tissu contre ma poitrine, la faible odeur de savon s'y accrochant. Les larmes montèrent à nouveau, mais celle-ci était plus douce, plus stable. L'amour, réalisai-je, se cache dans les plus petits endroits. Pas dans les déclarations, pas dans les grands gestes, mais dans les points de suture sur une serviette, dans les mots chuchotés à minuit. En tenant cette serviette, je me sentis plus forte. Je n'étais pas invisible pour elle. Je ne l'avais jamais été. Une pensée fit surface, nette et inébranlable. La chaise reculée, le verre vide, les rejets. Il n'était rien comparé à cela. Il pouvait effacer ma voix dans le salon, mais il ne pouvait pas effacer ce fil. Ce tissu, cette preuve. Je me souvins d'un dicton que j'avais entendu une fois, la personne la plus calme dans la pièce a souvent l'esprit le plus bruyant. Ce soir, je le comprenais. Mon silence n'était pas une reddition. C'était un calcul. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin d'endurer, d'observer et d'agir au bon moment. Mes frères et sœurs étaient ivres de leur propre confiance, convaincus que j'étais faible. Mais la serviette dans mes mains, le souvenir du murmure de ma mère, me disait le contraire. Je n'étais pas l'oublié. J'étais celle en qui elle avait le plus confiance. Du salon provenaient des rires, aigus et cruels, comme s'ils avaient déjà gagné. Je serrai la serviette plus fort, la promesse de ma mère résonnant dans mes oreilles. Ils pensaient que j'étais oublié, mais ma mère m'avait laissé plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Quand je retournai dans le salon, l'air semblait plus épais, comme si les murs eux-mêmes s'étaient penchés pour entendre ce qui allait suivre. Mon sac pressé contre ma hanche, la serviette pliée soigneusement à l'intérieur, cachée comme une armure que je n'étais pas prête à révéler. Mes frères et sœurs avaient ouvert une bouteille de vin, leur rire un peu trop aigu, un peu trop forcé. C'était le genre de rire qui me disait qu'ils ne célébraient pas. Ils répétaient la victoire avant même qu'elle ne soit assurée. Le notaire mélangeait nerveusement des papiers, ses yeux se portant sur moi puis ailleurs, comme s'il était piégé entre l'obligation et la peur. Sabine dominait le centre de la pièce, un verre de vin rouge à la main, sa posture répétée pour un public. Nous devons décider, annonça-t-elle, la voix froide et autoritaire. Cette famille ne peut pas se permettre le chaos. Nous prendrons une décision avant que les formalités juridiques ne nous entraînent dans des mois d'embarras. Je m'assis lentement, chaque pas mesuré comme si je marchais dans un piège. Mon pouls était stable, mais à l'intérieur chaque nerf me disait que j'étais une proie dans une pièce de prédateur. Pourtant, je souris faiblement, refusant de leur montrer la peur qu'ils voulaient. Sabine se tourna vers moi avec un regard sournois. Et avant que tu ne commences, Léa, laisse-moi être clair. Si tu fais du bruit à propos de ce second testament,
nous pouvons prouver que tu es instable. Mon souffle se bloqua. Les mots atterrirent non pas comme une suggestion, mais comme une arme. Tu as toujours été trop émotive, poursuivit-elle, m'encerclant avec ses mots. Fragile. Tu t'effondres. Les gens comme toi ne peuvent pas se voir confier quelque chose d'aussi important. Bastien se pencha en avant, souriant. Elle a raison, tu sais. Tu as encore ce regard dans les yeux, prête à pleurer. Toujours la sensible. Delphine, toujours l'actrice, laissa échapper un lourd soupir. Cela nous déchire. Si Léa ne peut pas gérer le stress, peut-être qu'elle devrait se mettre à l'écart. L'humiliation brûlait, mais derrière elle venait la clarté. Je réalisais que Sabine n'argumentait pas avec des faits. Elle jouait un scénario que j'avais déjà vu dans ce pays. Les femmes étiquetées folles dès qu'elles devenaient gênantes, leur crédibilité déchiquetée par des murmures d'instabilité. C'était une guerre psychologique, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tania regarda ses genoux, tripotant son bracelet. Elle ne dit rien, mais le silence de quelqu'un qui aurait dû parler était plus fort que n'importe quelle accusation. Sa peur de la domination de Sabine était évidente. Je me redressai, ma voix calme, même amusée. C'est drôle, dis-je en soutenant son regard. Comme la vérité semble toujours instable à ceux qui la craignent. La pièce devint silencieuse un instant. Le sourire de Bastien vacilla et les yeux de Sabine se plissèrent comme des poignards. Delphine intervint rapidement, c'est ton mielleux. Au moins maman s'est souvenue de toi, Léa. Même si c'est juste un petit mot, c'est quelque chose, non? Une vague de gloussements se répandit dans la pièce. L'humiliation habillée en gentillesse. Je pouvais presque admirer la cruauté. C'était efficace. Je agrippai mes genoux sous la table pour me stabiliser, refusant de les laisser voir la piqûre. Les Français d'un certain âge reconnaîtraient ce mouvement. La fausse gentillesse comme une lame, tranchant plus profondément que l'hostilité ouverte ne le pourrait jamais. Sabine leva légèrement son verre. Oui, nous devrions tous être reconnaissants pour le peu de reconnaissance que nous avons eu. C'est l'esprit d'unité. Je croisai son regard, ma voix plus froide maintenant. Je préférerais avoir une ligne de vérité qu'une montagne de mensonges. Les mots tombèrent comme une pierre au milieu de la pièce. Les gloussements moururent. L'air devint cassant. Même le notaire se figea, son stylo planant au-dessus du papier. Sabine cligna des yeux une fois, deux fois, puis posa son verre avec précision. Son sourire n'atteignait plus ses yeux. Elle l'avait vu. Je n'étais pas aussi passive qu'elle le pensait. La conversation avança péniblement, mais je m'étais déjà retiré à l'intérieur. Je comprenais maintenant que sa menace ne concernait pas seulement l'héritage. Elle ne voulait pas m'exclure de l'argent. Elle voulait m'effacer entièrement, me dépeindre comme instable, peu fiable, oubliable. Je touchai la serviette cachée dans mon sac, me souvenant des mots chuchotés de ma mère. Je sais qu'ils ne te voient pas, mais moi si. La force enfla dans ma poitrine. D'abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, ensuite ils vous combattent et enfin, vous gagnez. J'avais lu cette citation une fois, et maintenant elle pulsait en moi comme une prophétie. Je ne tomberai pas dans leur piège. Je ne crierai pas. J'attendrai, j'observerai, et je frapperai au moment où ils s'y attendraient le moins. La réunion ne se termina pas par une résolution, mais par des rires cassants, le genre qui se brise si on respire trop fort. Je restai silencieuse, regardant Sabine se pencher près du notaire, chuchotant quelque chose de trop bas pour que je l'entende. Mon malaise s'approfondit. Elle concluait un marché dans mon dos, tordant les pièces du jeu pendant que j'étais forcé de regarder. Le jeu venait juste de commencer, et j'étais la pièce qu'il pensait pouvoir sortir de l'échiquier. La nuit s'éternisait, et au lieu de désamorcer la tension, elle ne faisait que l'approfondir. Les verres de vin s'entrechoquaient, les voix se chevauchaient, et l'air semblait prêt à se briser à chaque mot tranchant lancé à travers la pièce. Le notaire s'était retiré dans un coin tranquille, griffonnant dans ses notes, le visage pâle comme s'il regrettait d'avoir jamais accepté ce travail. Je restai assise, calme à l'extérieur, bien que le rythme de mon cœur martelât à chaque insulte déguisée en discussion. Sabine tapota son verre et annonça, arrêtons de perdre du temps. Si nous parlons de ce qui est juste, nous devrions commencer par ce que chacun de nous a contribué. Ces mots n'étaient pas une invitation. C'était un verdict qui m'attendait. Bastien intervint,
son sourire tordu. J'ai mis de l'argent dans la maison quand le toit fuyait. Payé en liquide pour les réparations. J'ai même couvert les frais médicaux de maman une fois quand l'assurance n'a pas marché. Il tourna la tête vers moi. Qu'est-ce que tu as fait exactement, Léa? Tu n'as rien payé, à moins que le fait de se montrer compte comme une monnaie. Leurs yeux se plantèrent sur moi comme des couteaux, attendant mon faux pas. Je ne bronchais pas. Tu as raison. Je n'avais pas des milliers d'euros à jeter par les fenêtres. Ce que j'avais, c'était du temps. Le ton de la pièce monta, les voix rivalisant. Sabine se recula, secouant la tête. Le temps n'est pas la même chose que l'argent. Il ne porte pas le même poids. L'argument rugit plus fort. Chaque mot lancé dans ma direction avait le même sous-entendu. Tu ne comptes pas. Tu n'as pas ta place à cette table. Quand les gens crient à propos de l'équité, pensais-je en fixant mes mains jointes, cela signifie généralement qu'ils veulent plus que leur part. Le bruit atteignit son paroxysme. Puis soudain, tous les yeux se braquèrent à nouveau sur moi comme pour me mettre au défi de me défendre. Ma gorge se serra, mais je refusai de reculer. Je pris une inspiration et dis, j'étais celle à l'hôpital tous les soirs. J'étais celle qui s'assurait que maman mangeait. J'étais celle qui lui tenait la main quand aucun de vous n'était là. Pendant un moment, le silence tomba. Puis Delphine leva les yeux au ciel de façon dramatique. Ne transforme pas ça en histoire de martyr. C'est ce que font les filles. C'est un devoir, pas un sacrifice. Les lèvres de Sabine se retroussèrent en un sourire froid. L'amour n'est pas une monnaie. On n'est pas payé pour être une fille. Son rejet coupa profondément, mais je me stabilisai. Non, répondis-je, ma voix égale. On n'est pas payé pour ça. On vit juste avec le fait qu'on n'était pas là. Bastien frappa du poing sur la table. N'ose pas essayer de nous culpabiliser. Nous avions tous des vies, des emplois, des responsabilités. Tu es resté parce que tu n'avais rien d'autre à faire. La chaleur monta dans ma poitrine. Leurs mots ne faisaient pas que minimiser, ils m'effaçaient. Parfois, le travail le plus lourd est invisible, dis-je, ma voix basse mais tranchante. Et c'est pourquoi vous pouvez le rejeter si facilement. La pièce se fissura dans le chaos. Sabine éleva la voix au-dessus de la mienne, m'accusant de tordre la vérité. Delphine pleurait dans son mouchoir, attirant l'attention sur elle-même, comme si mes mots étaient une cruauté dirigée contre elle au lieu d'une vérité dirigée contre tous. La division était claire. Quelques parents semblaient mal à l'aise, les yeux allant de l'un à l'autre, mais personne n'intervint. Et Tania, la douce et prudente Tania, gardait son regard fixé sur la table, son silence ajoutant au poids qui m'écrasait. Mais au lieu de plier, je stabilisais ma voix. Je ne crie pas, leur dis-je calmement, parce que je n'en ai pas besoin. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de se tenir debout. La mâchoire de Sabine se serra. Elle n'avait pas l'habitude que je tienne bon sans élever la voix. À l'intérieur, je me rappelais quelque chose que j'avais entendu un jour. On respecte la personne qui reste calme pendant que tout le monde perd le contrôle. Et à ce moment-là, le respect n'était pas pour eux. C'était pour moi-même. Le combat éclata en fragments. Certains sortirent de la salle à manger en trombe pour aller chercher plus de vin. D'autres marmonnèrent des jurons dans leur barbe. Le notaire resta figé avec son stylo. Pendant un bref instant, il y eut une paix dans mon immobilité. Plus tard, je sortis sur le porche, laissant l'air de la nuit rafraîchir ma peau. Les grillons bourdonnaient au loin, indifférents aux batailles menées derrière ces murs. J'enroulai mes bras autour de moi, inspirant profondément. Puis mon téléphone sonna. Le nom de Bastien s'alluma sur l'écran. Je décrochai, ma voix stable. Oui. Sa voix était basse et dure, chaque syllabe une menace. Si tu penses même à contester ce testament, tu seras coupé de cette famille pour de bon. Tu ne sauras rien. Tu me comprends? Je fermai les yeux, écoutant. Pendant une fraction de seconde, la peur s'insinua. Vieille, familière. Mais alors qu'il parlait, cette peur se transforma en autre chose, du calme. Je n'argumentais pas. Je ne lui donnais pas la satisfaction de m'entendre désemparé. Je le laissais parler, stockant chaque mot comme une preuve. Quand il eut fini, je dis simplement « Merci de me faire savoir où tu te situes ».
Puis je raccrochai. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de moi, vaste et clair. J'expirais, sentant le changement au fond de moi. Les menaces révélaient le désespoir, et le désespoir signifie la faiblesse. Cette nuit-là, j'arrêtai d'être leur petite sœur. Je devins leur adversaire. Quand je retournai dans le salon après l'appel de Bastien, quelque chose semblait différent. L'air était plus lourd. L'atmosphère mise en scène comme un tribunal où le verdict avait déjà été écrit. Mes frères et sœurs étaient en mode performance totale. Du vin à la main, des voix montaient avec une fausse joie. Sabine dirigeait la salle comme un chef d'orchestre, ses mots tranchant à travers chaque pause, gardant le contrôle avec un mélange de confiance et de menace. « Réglons ça », dit-elle fermement, coupant le notaire avant même qu'il ne commence. Chaque fois que ses lèvres s'écartaient, elle l'interrompait avec une phrase polie sur l'unité ou l'héritage de mère. Delphine était assise recroquevillée sur le canapé, ses larmes coulant doucement, toujours sur commande, me faisant toujours passer pour la dure si je respirais trop fort. Je restais assise tranquillement à les étudier. Chaque geste, chaque soupir, chaque fausse larme était du théâtre. Leur cruauté n'était pas accidentelle. Elle était délibérée. Ils ne faisaient pas que diviser la propriété. Ils mettaient en scène un récit. Un récit où j'étais l'étrangère, l'instable. Le problème. Les voix s'entrechoquaient comme une tempête. Chacune plus forte que l'autre, se chevauchant jusqu'à ce que le son presse contre mon crâne. L'autorité de Sabine. Les gémissements de Delphine, les moqueries de Bastien. C'était un ouragan destiné à me noyer. Puis Sabine se leva en soulevant une feuille de papier avec emphase. Ceci, déclara-t-elle, la voix tremblante d'une fausse tristesse, est le second testament, mais je ne le laisserai pas nous déchirer. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle craqua une allumette et la tint au coin de la feuille. Le papier s'enflamma, s'enroulant en noir alors que le feu le consumait. Des halètements parcoururent la pièce. Delphine agrippa sa poitrine. Bastien marmonna, elle a raison. Maman ne voudrait pas qu'on se batte. Les yeux de Sabine brillaient de larmes de crocodile. Maman nous aimait trop pour nous laisser être divisés par ça. Brûlons-le et allons de l'avant. La pièce se figea. Même le notaire, pâle et rigide, ne dit rien. Son silence trahissait la peur plus que l'accord. Il regarda la cendre tomber mais n'intervint pas. Je fixai la scène, l'incrédulité me parcourant. Ce n'était pas le second testament. Je le savais. Le vrai était caché ailleurs. Mais la performance de Sabine était magistrale. Sa destruction créait une illusion de clôture. Pour quiconque regardait, on aurait dit qu'elle avait sacrifié la division au nom de l'unité. Ma poitrine brûlait plus fort que les flammes qu'elle nourrissait. Tu as brûlé la mauvaise vérité, dis-je doucement, mes mots presque avalés par le crépitement de la dernière braise. Les lèvres de Sabine se courbèrent en un sourire narquois, sa voix basse, dirigée directement vers moi. Ou peut-être ai-je brûlé la seule vérité qui compte. La trahison était vive, mais ce qui m'abasourdit le plus fut la complicité. Delphine loua le courage de Sabine, tapotant son bras comme si elle avait fait quelque chose de noble. Bastien se retourna contre moi, ses doigts poignardant l'air. C'est ta faute, claqua-t-il. C'est toi qui causes la division. Sabine arrange les choses, et toi tu ne fais que remuer le couteau dans la plaie. L'odeur de cendre flottait dans l'air, piquant ma gorge. C'était comme si la voix de ma mère avait été réduite en fumée, dérivant vers le néant. Mais à l'intérieur, je pensais, le feu ne détruit pas toujours. Il révèle qui craint le plus la vérité. Je me tins plus droite, bien que mon corps tremblât. Leur mise en scène avait trompé les autres, mais je savais que la vérité n'avait pas été effacée. Elle était toujours quelque part, attendant. Des heures plus tard, la tempête de voix céda la place à des rires fatigués, le genre qui masque la peur. Je m'excusai, sortant dans l'air frais de la nuit. L'allée brillait sous une lune pâle. C'est alors que je vis Bastien. Il entassait les meubles de mère à l'arrière de son camion, sa chaise à bascule, la porcelaine qu'elle astiquait pour chaque fête de famille, même des photos encadrées qui étaient accrochées au mur depuis des décennies. Je m'approchai, la colère stabilisant mes pas. Elle est à peine en terre, dis-je, la voix tranchante. Et tu vends déjà sa mémoire? Il ne broncha même pas. Il claqua le haillon et haussa les épaules. Mieux vaut moi que des étrangers.
quelqu'un doit s'en occuper. De toute façon, tu ne t'es jamais soucié des choses matérielles, non? N'est-ce pas ce que tu as toujours dit? La vue de cela, les choses qui portaient l'histoire de notre famille réduite à des objets jetés dans un camion, étaient pires que le feu. Le pillage n'était pas seulement physique. Il reflétait le vol émotionnel que j'avais enduré toute la soirée. Ce ne sont pas seulement les choses que tu veux voir disparaître, chuchotai-je surtout pour moi-même. C'est moi. Bastien grimpa dans le camion, le moteur rugissant. Il ne me regarda plus alors qu'il s'éloignait, les meubles s'entrechoquant à l'arrière. Je restai sous le ciel nocturne, la fureur se sculptant en résolution. Je serrai mon sac, pressant ma main contre la serviette cachée à l'intérieur, ces points de suture un rappel que la vérité de ma mère vivait encore, même s'ils essayaient de l'enterrer. Ils pouvaient brûler du papier et voler des meubles, mais ils n'avaient pas encore volé mon silence, et le silence était ma lame la plus tranchante. La lumière du matin se déversa par les fenêtres de la maison de ma mère, mais elle ne fit rien pour éclaircir l'atmosphère. Les pièces semblaient creuses, dépouillées de sa présence, pourtant pleines des performances que mes frères et sœurs continuaient de mettre en scène. Ils se déplaçaient dans la cuisine et le salon avec une politesse exagérée, passant des assiettes et offrant des sourires qui n'atteignaient jamais leurs yeux. « Du café » demanda Delphine, la voix trop douce. Elle posa une tasse devant Sabine avec des mains tremblantes, puis me jeta un regard qui disait « Ne prends pas trop tes aises ici ». Je pris le siège le plus proche de la fenêtre, la serviette toujours glissée dans mon sac, mon bouclier contre tout cela. Le notaire était assis raidement à la table de la salle à manger, les yeux fixés sur ses papiers. Quand je croisai son regard, il détourna les yeux instantanément. La peur était gravée dans sa posture. Le genre de peur qui vient de savoir que la portée de Sabine s'étendait plus loin qu'elle ne le devrait. J'entendis sa voix avant de la voir. Sabine se tenait dans le couloir, le téléphone pressé contre son oreille, le dos droit comme un soldat. Sa voix était feutrée, délibérée. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir qu'elle manœuvrait. La tromperie fonctionne mieux quand elle est enveloppée de civilité. Et elle était une experte en déguisement. La maison était calme, mais c'était le mauvais genre de calme. Le genre qui vous dit qu'une tempête n'est pas passée, mais a seulement changé de direction. Plus tard dans la matinée, je me glissai dans un café en ville, ayant besoin d'un moment loin de la civilité étouffante. C'est là que je la vis à nouveau. Sabine, assise dans un coin avec un homme en costume bleu marine. Elle se penchait près de lui, le ton sec et confiant. Je me glissai dans la banquette derrière eux, prenant soin de garder les yeux baissés. Leur voix portait juste assez. Si nous la présentons comme confuse, dit l'homme, le second testament ne tiendra pas. Les tribunaux ne prennent pas les testaments holographes au sérieux s'il y a un doute sur la compétence. Le rire de Sabine fut tranchant. Alors Léa n'aura rien. Elle s'effondrera. Ma poitrine se serra. Ils n'essaient pas seulement de m'effacer. Ils assassinaient la dignité de ma mère. La stratégie ne concernait pas les faits. Il s'agissait de réécrire sa mémoire, transformant ses derniers mots en absurdité. « Avez-vous accès à ces dossiers médicaux » demanda l'avocat. Sabine hocha la tête. « J'aurai ce qu'il faut. » Le médecin l'a vu souffrir. Ils admettront la confusion si on leur met la pression. Les gens peuvent être persuadés. Je serrai ma tasse jusqu'à ce que la chaleur pique ma paume. Ma mère avait été lucide jusqu'à la toute fin. Je m'étais assise avec elle, l'avais entendu rappeler des dates, des souvenirs, des prières sans faillir. Et maintenant ma sœur voulait tordre cette vérité en un mensonge juste pour me dépouiller du peu qu'elle m'avait laissé. La voix de l'avocat baissa. Ce ne sera pas difficile. Les familles font ça tout le temps. La capacité mentale est facile à remettre en question. La réponse de Sabine fut calme, venimeuse. Bien. Faisons-le. Le temps que Léa réalise ce qui se passe, il sera trop tard. Je partis avant de pouvoir jeter mon café à son visage. Ma fureur était trop vive, trop dangereuse à montrer. Si je la confrontais là, elle me dépeindrait seulement comme hystérique. Au lieu de cela, je portais la conversation comme une pierre dans ma poitrine. Lourde mais preuve indéniable de son jeu. Je conduisis jusqu'à la clinique où ma mère avait passé ses derniers mois, espérant trouver des alliés, peut-être même une infirmière qui pourrait témoigner de sa clarté. Les couloirs sentaient l'antiseptique, le bourdonnement des machines bas et constant.
Je trouvai un visage familier près du poste des infirmières. Hélène, l'infirmière qui avait toujours parlé gentiment de ma mère. Le soulagement monta en moi. Hélène, dis-je doucement. Vous vous souvenez de ma mère, n'est-ce pas? Vous vous souvenez à quel point elle était lucide. Ses yeux vacillèrent, fuyant mon regard. Elle pressa ses lèvres en une ligne fine. Je ne suis pas sûr, Léa. Ces mots étaient durs. Elle était confuse par moments. Confuse? Ce n'était pas ce qu'elle avait dit avant. Mon estomac se tordit. Puis je la vis. Sabine marchant dans le couloir, une enveloppe glissant discrètement dans la main d'Hélène. Hélène la fourra dans sa poche, ses yeux tombant au sol. La trahison piqua pire que tout ce que mes frères et sœurs avaient dit. C'était une femme qui m'avait dit un jour, « L'esprit de votre mère est fort. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Maintenant elle évitait mon regard, son silence acheté et scellé. Je reculai, ma voix tremblante mais froide. La vérité ne peut s'acheter que si elle est trop faible pour se tenir debout toute seule. Est-ce ce que vous pensez d'elle? Hélène ne dit rien. Elle ne pouvait pas croiser mes yeux. L'enveloppe dans sa poche n'était pas juste du papier. C'était une monnaie d'échange. Une transaction qui transformait la loyauté en silence, la mémoire en doute. En sortant de la clinique, ma poitrine me faisait mal, mais mon esprit s'aiguisait. La stratégie de Sabine était claire. Brûler les preuves. Soudoyer les témoins. Réécrire l'histoire. Ce n'était pas juste de l'avidité. C'était la guerre. On dit que les liens du sang sont les plus forts, pensais-je en resserrant ma prise sur mon sac. Mais parfois c'est du poison dans les veines. Je n'aurais pas seulement besoin de mon silence. J'aurais besoin de stratégie, de précision. Si elle tissait une toile de mensonges, je trouverais le fil pour la défaire. La serviette effleura mes doigts à travers le tissu de mon sac, les poings éplant mon nom. Je m'y accrochai comme à une bouée de sauvetage en sortant dans la lumière du soleil. Ils avaient tissé une toile de mensonges, mais les toiles peuvent craquer quand on tire sur le bon fil. En fin d'après-midi, la maison ressemblait plus à un palais de justice qu'à un foyer. Mes frères et sœurs insistèrent pour un dernier tour de discussion, appelant cela une discussion finale avant que quoi que ce soit ne puisse être officiel. Je savais ce que c'était vraiment. Une autre embuscade mise en scène pour me faire passer pour le problème. Le notaire était assis raide sur sa chaise, silencieux, son stylo inactif à la main. Sabine prit sa place habituelle en bout de table, commandant la pièce avec son autorité exercée. Delphine planait tout près, son mouchoir prêt, tandis que Bastien s'appuyait contre le mur avec un sourire narquois qui me donnait la chair de poule. Même Tania, les yeux baissés, semblait résignée au rôle que Sabine lui avait attribué. Témoin silencieux. La voix de Sabine résonna, calme et coupante. Cette famille a besoin d'unité, et nous savons tous qui la brise. Nous sommes ici pour régler ça. Ses yeux se portèrent sur moi, indiquant clairement que l'accusé était déjà choisi. C'était comme se tenir devant un jury où le verdict avait été décidé bien avant le début du procès. Les familles peuvent transformer le deuil en ces simulacres de tribunaux où chaque mot est tordu en preuve. Et j'étais là, la prévenue, assise en silence alors qu'ils aiguisaient leurs couteaux avec des sourires. Léa, dit Sabine doucement. Pourquoi ne t'assieds-tu pas là-bas? Nous avons besoin de place à la table. Elle pointa une chaise près de la porte à côté de la poubelle. Je marquai une pause, le poids de l'insulte m'écrasant. Chaque œil me suivit alors que je traversais la pièce et m'asseyais. Le raclement de la chaise contre le sol résonna comme un marteau de juge. Sabine offrit un mince sourire. Rien de personnel. Nous avions juste besoin d'espace. Je la regardai fixement. Tu penses que la distance me rend plus petite, dis-je d'un ton égal. Cela te rend seulement plus cruel. Son sourire ne vacilla pas. Cruel? Non, Léa. Pratique. Un rire s'échappa de Bastien. Et même Delphine sourit derrière son mouchoir. Les yeux du notaire se posèrent sur moi, mal à l'aise, mais silencieux. Le respect n'est pas toujours volé par des cris. Il est volé par l'endroit où l'on vous fait asseoir. La pièce se resserra. Les mots de Sabine dégoulinaient de miel, mais chaque syllabe était du poison. Nous sommes ici parce que nous nous aimons, mais aimer ne signifie pas satisfaire les fantasmes d'une seule personne.
Mère ne voudrait pas de division. Les larmes de Delphine vinrent sur commande. Elle a raison. Ces disputes nous déchirent. Léa, pourquoi ne peux-tu pas juste laisser tomber? Bastien ajouta de l'huile sur le feu. Elle se nourrit du drame. Ça a toujours été le cas. L'hypocrisie me donnait la nausée. Ils enveloppaient leur avidité dans le langage de l'amour et de l'unité tout en me dénigrant morceau par morceau. Je restais assis immobile, agrippant les bras de la chaise, me rappelant que le silence pouvait être plus tranchant que la rage. Parfois les familles ne se brisent pas, pensais-je amèrement. Elles pourrissent de l'intérieur. La tempête atteignit son apogée quand les voix se chevauchèrent. Les accusations volaient à travers la table. Je pouvais sentir leurs yeux, leur mépris, essayant d'étouffer l'air autour de moi. Pourtant je restais calme, ma voix basse et délibérée quand je parlais enfin. Vous me qualifiez de source de division, dis-je. Mais tout ce que j'ai fait, c'est rester assise ici. Peut-être que la pourriture ne vient pas de moi. Les mots restèrent suspendus, lourds, coupant à travers le bruit. Pendant un moment, le silence revint, fragile et cassant. Et puis, comme si la maison elle-même en avait eu assez, un son brisa le calme. Une photo de famille encadrée posée sur la cheminée glissa et s'écrasa au sol. Le verre éclata sur le parquet. Le cadre s'ouvrit en deux. Tout le monde se figea. Je me penchai pour la ramasser, ignorant la piqûre alors que le verre coupait ma paume. Mes yeux se verrouillèrent sur l'image à l'intérieur. Nous étions là, tous alignés, sourire rigide pour la caméra. Et là, clair comme le jour, il y avait la main de ma mère reposant fermement sur mon épaule. Pas celle de Sabine, pas celle de Delphine, la mienne. Je tins la photo assez haut pour qu'ils la voient tous. Même dans le silence, dis-je, ma voix calme mais froide. Elle m'a choisi. L'ambiance changea. Le visage de Sabine se tendit. Delphine détourna le regard. Le sourire narquois de Bastien vacilla. Même les yeux de Tania se levèrent, la plus faible lueur de reconnaissance perçant à travers sa peur. Le notaire croisa mon regard, et bien qu'il ne dit rien, l'expression dans ses yeux était une reconnaissance. Il l'avait vu aussi. Sabine essaya de récupérer la situation, balayant sa main avec dédain. C'est juste une photo, Léa. N'en fais pas plus que ce que c'est. Mais la vérité était déjà sortie. Ils avaient tous vu ce que j'avais vu, même s'ils ne l'admettraient jamais à voix haute. Le silence après mes mots portait plus de poids que leurs arguments n'en avaient jamais eu. Je resserrai ma prise sur le cadre brisé, ignorant le petit filet de sang s'accumulant dans ma paume. Verre brisé, famille brisée, mais la preuve que même à sa manière silencieuse, ma mère m'avait marqué comme sienne. Je tournai mes yeux vers Sabine, sans ciller. Pour la première fois, elle détourna le regard. Il me voulait près de la poubelle, mais même le verre brisé reflète la vérité qu'ils ne peuvent pas effacer. Je me retirai dans ma chambre après le chaos de la photo brisée, ma paume piquant encore là où le verre m'avait coupé. Le silence entre ces quatre murs était différent. Il n'était pas hostile comme dans la salle à manger. Il était lourd, révérencieux, comme si l'esprit de ma mère s'attardait ici plus que n'importe où ailleurs. Mes genoux fléchirent lentement alors que je m'abaissais près de sa vieille malle d'effets personnels, celle qu'elle avait gardée cachée au pied de son lit. Mes doigts tremblaient alors que j'atteignais le loquet. Le désespoir et la révérence luttaient en moi. Je ne cherchais pas d'argent ou de bijoux. Je cherchais sa voix, quelque chose qui ne pouvait pas être réécrit ou brûlé. Je chuchotais pour moi-même, la vérité ne reste pas juste à la surface. Elle attend là où l'amour dure. Les tiroirs grincèrent, réticents à s'ouvrir, mais finalement ils cédèrent. Sous le linge plié qui portait encore la faible odeur de lavande et d'amidon, je vis le coin d'un livre en cuir usé. Mon souffle se bloqua. Je le sortis à deux mains, le serrant comme s'il s'agissait de verre fragile. C'était le journal de ma mère. Je l'ouvris délicatement, les yeux parcourant son écriture familière. Chaque lettre courbée exactement comme je m'en souvenais. Ma poitrine me faisait mal alors que je tournais les pages, traçant ces mots. Puis je la trouvai. Une ligne griffonnée fermement en travers d'une page, datée de quelques semaines seulement avant sa mort. S'ils te combattent, souviens-toi que ceci est à toi. Je l'ai voulu ainsi. Je pressai le journal contre ma poitrine, les larmes coulant librement. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas de la paranoïa.
Ma mère avait vu cette bataille venir. Elle m'avait armé. En France, pensais-je, un testament peut être contesté. Les avocats peuvent argumenter. Les juges peuvent douter, mais les mots d'une mère écrits de sa propre main sont plus difficiles à effacer. Je chuchotai dans le calme, tu savais. Tu savais que ce jour viendrait. Le journal ressemblait moins à du papier et de l'encre, plus à une armure. Elle m'avait donné une preuve, mais plus important encore, elle m'avait donné une validation. Je n'étais pas la fille oubliée. J'étais celle en qui elle avait confiance. J'essuyai mes larmes, glissai le journal dans mon sac à côté de la serviette brodée, et me tins plus grande qu'avant. Quand je retournai dans la salle à manger, la scène avait changé en quelque chose d'écœurant. Sabine était debout, les bras écartés comme si elle dirigeait un sermon. Nous voulons tous la paix, n'est-ce pas, dit-elle avec une douceur sirupeuse. Nous devrions honorer la mémoire de maman par l'unité. Bastien hocha la tête rapidement. Elle a raison. Plus de bagarres. Delphine tamponna ses yeux et intervint. Cette famille a besoin de guérison, pas de conflit. Même Tania était assise figée, les lèvres serrées, son silence aussi fort que les mots de Sabine. L'hypocrisie pesait sur moi comme des pierres. Leur sourire était répété. Leur réplique polie. Ce n'était pas la paix. C'était une performance. Je pris un siège tranquillement, gardant ma main sur le sac qui portait maintenant à la fois la serviette et le journal. Mon esprit était plus aiguisé maintenant. Une clarté froide remplaçant le chagrin. Je n'avais pas besoin d'argumenter encore. J'avais juste besoin d'observer. La voix de Sabine continuait, dégoulinant de fausse chaleur. L'héritage de mère ne concerne pas des papiers ou des possessions. Il s'agit de nous ensemble. Nous ne devons pas laisser l'avidité nous déchirer. Son téléphone, posé face visible sur la table, s'alluma soudainement. Une notification de message clignota, la lueur attirant mon regard. Je bougeai subtilement, me penchant juste assez pour apercevoir le message. C'était d'un agent immobilier. Confirmé. Mise en vente de la maison de votre mère programmée. Papier prêt. Nous finaliserons la semaine prochaine. Mon souffle se figea dans ma poitrine. Sabine, la championne de l'unité, l'autoproclamée gardienne de l'héritage, vendait déjà la maison de notre mère tout en nous faisant la leçon sur l'amour et la famille. La colère s'enroula en moi, glaciale et tranchante. Elle ne faisait pas que mentir. Elle démantelait tout en prétendant le sauver. Elle continua, inconsciente du fait que son masque avait glissé à mes yeux. Nous devons penser à l'héritage de maman ensemble. Dans ma tête, je lui répondis. Son héritage est la chose même que tu vends. L'écran lumineux était un miroir reflétant sa duplicité pour moi seul. Un symbolisme gravé en moi. L'unité dans sa bouche, la trahison dans sa main. Je serrai mes doigts plus fort autour du journal dans mon sac. Maintenant je tenais deux armes, ces mots à l'encre et l'hypocrisie de Sabine dans la lumière. Sabine sourit en concluant son discours. Si nous nous tenons la main à travers cela, personne ne peut nous déchirer. Je ne bougeais pas. Je n'en avais pas besoin. J'en avais vu assez. Elle pensait qu'elle écrivait la pièce, mais je tenais le script dont elle ignorait l'existence. La maison n'était plus seulement la nôtre. Le soir venu, elle s'était transformée en quelque chose de plus grand, de plus lourd. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années, des voisins qui avaient autrefois emprunté du sucre à ma mère, même des membres de sa paroisse, tous s'étaient rassemblés à l'intérieur, assis raides sur des chaises pliantes tirées du sous-sol. Le notaire mélangeait ses papiers avec des mains nerveuses, ses yeux allant de Sabine à moi. Mes frères et sœurs étaient assis avec suffisance à la longue table. Sabine positionnait une fois de plus en bout de table comme un juge autoproclamé. Je serrais le journal de ma mère contre ma poitrine, le cuir usé lissé par des années de ses mains. En moi, la colère s'était aiguisée en quelque chose de plus propre. De l'acier bordé de patience. La trahison peut réduire une personne au silence. Mais le silence peut aussi la forger en quelque chose d'incassable. Je fixai le livre et pensai, parfois la voix la plus forte dans la pièce est un morceau de papier. Ce soir, je laisserai parler la sienne. Sabine se leva, s'éclaircissant la gorge comme si elle était sur le point de livrer ses conclusions dans un tribunal. Nous devons tous nous rappeler, commença-t-elle, son ton mielleux, que l'unité compte plus que toute autre chose.
Mère nous voudrait ensemble, pas divisés par des documents mesquins. Je me levai lentement, la coupant au milieu de sa phrase. Ma voix était calme, mais elle portait assez. La salle se tourna. J'ouvris le journal, mes mains stables maintenant. Ceci est la voix de ma mère, et elle mérite d'être entendue. Des halètements résonnèrent alors que je lisais à haute voix, « S'ils te combattent, souviens-toi que ceci est à toi. » Je l'ai voulu ainsi. Sabine se figea, son visage pâlissant, le masque se fissurant. La main de Delphine alla à sa bouche, son mouchoir tremblant. Les yeux de Bastien se plissèrent, cherchant une réfutation qu'il n'avait pas. C'est son écriture, dis-je en levant la page pour que tous la voient. Elle n'était pas confuse. Elle n'a pas été contrainte. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La voix de Sabine perça, aiguë de fureur. Cela ne prouve rien. Des gribouillages dans un livre. Le notaire, palme et ferme, s'éclaircit la gorge. J'ai comparé cela avec ses lettres signées et ses formulaires légaux. L'écriture correspond parfaitement. C'est authentique. Les murmures grandirent en une vague. Des voisins chuchotant, des parents échangeant des regards lourds de jugement. Les mots manuscrits portaient du poids dans cette communauté. Ce n'était pas juste de l'encre. C'était le dernier souffle de vérité que quelqu'un laissait derrière lui. Je fermai le livre doucement. Vous pouvez me faire taire, mais vous ne pouvez pas la faire taire. Le silence qui suivit fut différent. Stupéfait, révérencieux, déplaçant le pouvoir dans la pièce. Pour la première fois, l'autorité de Sabine vacilla. La voix de Tania, calme mais ferme, perça. Je l'ai entendu le dire une fois. Je l'ai entendu dire à Léa que le Second Testament était pour elle. La pièce se fractura instantanément. Delphine commença à sangloter, accablée, tandis que Bastien marmonnait des jurons, ses poings se serrant. Sabine essaya de parler, mais ses mots trébuchèrent, tombant à plat contre le journal toujours ouvert sur la table. La vérité n'a pas besoin de crier, dis-je d'un ton égal. Elle a juste besoin de se tenir debout. Je plaçai le journal sur la table, le laissant là comme une preuve exposée. Il ne m'appartenait plus à moi seul. Il appartenait à chaque œil dans cette pièce. Le notaire se leva, sa voix stable maintenant, plus forte qu'avant. Ce journal sera soumis aux côtés du Second Testament comme preuve. La vérité ne peut être ignorée. Une onde de murmures traversa la foule. Une voisine chuchota assez fort pour que tout le monde l'entende, elle a brûlé un testament. Et maintenant ça. Honteux. Un autre parent se pencha près de sa femme, secouant la tête. Imaginez, une juriste qui déshonore la mémoire de sa propre mère. Le visage de Sabine devint rouge, ses lèvres pincées. Elle restait rigide sur sa chaise, mais sa réputation se fissurait en temps réel. Pendant des années, elle avait paradé son image de contrôle et de succès. Mais maintenant, devant la famille, les voisins et le notaire, le masque était arraché. Je n'avais pas besoin de jubiler. L'humiliation en privé pique, mais l'humiliation en public laisse des cicatrices pour toujours. Je restai silencieuse, laissant les murmures enfler puis s'estomper dans un calme lourd. Chaque œil portait un jugement, non pas vers moi, mais vers elle. La justice n'a pas rugi. Elle a chuchoté, et tout le monde l'a entendu. La maison se vida lentement, comme l'air s'échappant d'un ballon après que la tempête de vérité eut éclaté à l'intérieur. Les chaises raclèrent contre le parquet. Des voix feutrées flottaient autour de moi alors que les parents traînaient vers la porte. Certains osaient jeter un coup d'œil dans ma direction, de la pitié dans les yeux, du jugement dans d'autres. Mais aucun d'eux ne s'attarda. Les voisins partirent avec des murmures, leur chuchotement pesant plus lourd que leur présence ne l'avait fait. Le visage de Sabine avait été mis à nu, son calme réduit à un masque fissuré de tous côtés. Bastien sortit à grands pas les poings serrés, marmonnant pour lui-même, les épaules tendues par une rage qu'il ne pouvait pas déchaîner ici. Delphine continuait de pleurer, ses sanglots résonnant dans le couloir comme si le chagrin pouvait la laver de la culpabilité. Tania, toujours l'ombre silencieuse, s'éclipsa la tête basse, évitant mes yeux, et je restai là immobile. Ils avaient tout le bruit, mais j'avais la vérité. Et la vérité reste plus longtemps. Pendant un moment, le silence sembla presque sacré, bien que teinté d'épuisement. Gagner n'avait pas effacé la blessure. Cela m'avait seulement rendu plus consciente de sa profondeur. On admire la résilience, pensais-je,
mais on comprend rarement ce qu'elle coûte. Ce soir, le coup était lourd. Plus tard, dans ma chambre, j'ouvris mon sac. Le journal reposait au sommet, sa couverture en cuir usé attrapant la lumière de la lampe. Je l'ouvris délicatement, tournant les pages que j'avais déjà lues, jusqu'à atteindre la toute fin. Elle était là. Mon souffle se bloqua alors que je voyais les mots écrits directement pour moi dans son écriture penchée familière. Si tu lis ceci, cela signifie que tu t'es tenue seule. Souviens-toi, seule ne signifie pas impuissante. Tu es plus que ce qu'ils admettront jamais. L'encre était stable. Pas de ligne tremblante, pas d'hésitation. Les larmes remplirent mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient les larmes qui viennent quand quelqu'un vous rappelle qui vous êtes. C'était comme si elle était dans la pièce à nouveau, sa main sur la mienne. Les mots d'outre-tombe peuvent être plus lourds que la pierre. Ils vous embrassent et vous brisent tout à la fois. Je pensais aux mots d'Hemingway. Le courage et la grâce sous la pression. Cette note était son étreinte finale, sa façon de dire qu'elle croyait que j'avais cette grâce. Je pressai le journal contre ma poitrine et chuchotai « Merci, maman ». La décision était claire. Demain, je partirai, non pas comme la fille brisée qu'il voulait que je sois, mais comme la femme qu'elle savait que j'étais. Je m'assis au bord du lit, réfléchissant à ce que la famille avait signifié toutes ces années. Le sang peut abriter, mais il peut aussi emprisonner. Je me souvins d'un dicton, certaines familles sont bâties sur l'amour, d'autres sur le contrôle. Mes frères et sœurs avaient choisi le contrôle. Chaque mot et acte conçu pour me garder sous eux. Mais ma mère avait choisi l'amour. Et c'était l'héritage que personne ne pouvait prendre. Le chagrin était toujours là. Je n'avais pas seulement perdu ma mère. J'avais perdu l'illusion de l'unité familiale. Le fantasme que le sang suffirait à nous lier. Cette illusion avait brûlé comme le testament que Sabine avait livré aux flammes. Pourtant je ne ressentais aucun regret en regardant autour de la pièce. Je fis mes bagages méthodiquement, vêtements pliés, la serviette avec mon nom soigneusement placé au-dessus, boîte à bijoux, héritage, je les laissais derrière moi. Ils ne portaient plus de sens. Ce qui comptait était ce que je portais en moi, pas ce qui brillait dans une boîte. La survie, réalisais-je, concerne ce que vous choisissez de garder, pas ce dont vous héritez. Je fermai le sac et regardai autour de moi une dernière fois. La liberté ne vient pas quand il vous la donne, dis-je doucement pour moi-même. Elle vient quand vous arrêtez de demander. Cette nuit-là, je marchais lentement dans le couloir, le journal serré contre ma poitrine. La maison semblait plus grande dans son vide, chaque grincement du plancher résonnant comme un souvenir. L'odeur de la cire à la lavande persistait faiblement, la dernière empreinte de ma mère sur cet endroit. À la porte d'entrée, je marquai une pause, me retournai, et chuchotai « Au revoir, maman. Merci. » L'air de la nuit m'enveloppa, frais et libérateur. Les étoiles parsemaient le ciel de France, nettes et claires comme si elles étaient taillées dans l'obscurité avec un but. Ils pensaient m'avoir coupé de tout, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me libérer. La lumière du matin filtra à travers les rideaux de dentelle, se déversant dans le salon comme un projecteur sur une scène pas encore débarrassée de ses acteurs. Les parents défilèrent une fois de plus, bien que leurs visages portassent des expressions différentes maintenant. Plus impatient d'entendre la voix de Sabine, mais dans l'attente, prudent. Les voisins s'attardaient près des murs, chuchotant entre eux, observant. Même un ancien de la paroisse locale était venu, croisant les bras comme s'il était prêt à juger non seulement notre famille, mais sa moralité. Sabine était déjà au centre, sa voix nette et exercée. Les processus légaux prennent du temps, annonça-t-elle, le menton levé haut. Un éclat émotionnel ne change pas la loi. Elle fit un geste des mains, commandant la pièce comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Bastien se pencha en avant les bras croisés, essayant d'avoir l'air sévère. Delphine tamponnait ses yeux avec son mouchoir, ses pleurs répétaient désormais. Le notaire était assis raide, les yeux se portant vers moi, mais ne disant rien. J'entrai calmement, le journal pressé contre mon flanc. Mon silence portait du poids. Il ondula à travers la pièce plus que des cris n'auraient pu le faire. Le pouvoir n'arrive pas toujours dans le tonnerre, pensais-je. Parfois il arrive quand vous ne bronchez pas. Les yeux de Sabine se dardèrent vers moi, l'irritation clignotant comme si mon calme était plus dangereux que n'importe quelle accusation. Elle se redressa et éleva la voix, tranchante cette fois.
Pensez-vous vraiment que quelques lignes dans un journal pèsent plus lourd que la loi? Léa a manipulé ça. Elle a fait pression sur notre mère. C'est ce que vous devriez tous savoir. Les mots claquèrent dans l'air, mais la communauté n'y crut pas. J'entendis les murmures commencer presque instantanément. Elle a fait pression sur sa mère mourante. Non, chuchota une voisine. Un autre secoua la tête, marmonnant, je la voyais à l'église chaque semaine assise avec sa mère. Ça ne ressemble pas à de la manipulation. La voix de Sabine devint plus perçante, plus frénétique. Elle a toujours été fragile, toujours émotive. Qui ici ne l'a pas vue agir comme si elle était la victime? Bastien hocha la tête, essayant de la soutenir. Elle exagère tout. Elle veut de la pitié. Delphine agrippa son mouchoir. Mère ne nous diviserait jamais. C'est Léa qui nous déchire. Mais leurs mots sonnaient creux, tombant comme des pierres dans un puits trop profond pour renvoyer un écho. La communauté n'était plus avec eux. Je restais immobile. Il n'y avait pas besoin de crier pour couvrir leurs mensonges. Je me souvins de quelque chose que j'avais lu un jour. Laissez les coupables parler assez longtemps et ils se condamnent eux-mêmes. Sabine continua de pousser, sa voix se brisant sous la tension. Elle est désespérée. Elle tord les choses pour son propre profit. Le notaire s'éclaircit la gorge, mais je ne dis toujours rien. Le silence était plus tranchant que l'interruption, et à chaque mot, la dignité de Sabine se vidait devant tout le monde. Finalement, je m'avançai, plaçant le journal sur la table avec un calme délibéré. Ce n'est plus à moi de le garder, dis-je, ma voix stable. C'est à elle, et maintenant c'est la vérité pour vous tous. Le notaire se pencha en avant, ajustant ses lunettes. Ce journal dans sa main est indiscutable. Il se tiendra aux côtés du Second Testament. C'est la loi. Les mots atterrirent comme un verdict. Les épaules de Sabine se raidirent, ses lèvres pressées en une ligne. Pour une fois, elle n'avait rien à ajouter. La pièce tomba dans le silence, le genre de silence qui suffoque. Tout le monde fixait la scène, le jugement pesant plus lourd que n'importe quel marteau de juge ne pourrait frapper. Les voisins échangèrent des regards, certains secouant la tête, d'autres chuchotant des prières. Je rassemblai mon sac, le levant sur mon épaule. Mes affaires étaient peu nombreuses. Ce qui comptait n'était pas ce que je prenais, mais ce que je choisissais de laisser. La voix de Sabine craqua derrière moi. Tu penses que c'est fini? Tu penses que partir te donne raison? Je ne me retournai pas. La vengeance n'est pas toujours de leur prendre quelque chose, dis-je, plus pour moi-même que pour elle. Parfois c'est s'éloigner pendant qu'ils s'étouffent avec ce qu'ils ont essayé de voler. Je passai devant le notaire, qui baissa le regard respectueusement, et passai devant les voisins, qui s'écartèrent sans un mot. Le journal n'était plus avec moi. Il restait sur la table, preuve ancrée dans la maison où les mensonges avaient autrefois régné. La porte s'ouvrit, la lumière du soleil inondant l'entrée. En sortant, je respirai profondément, la liberté semblait plus légère que la victoire. La note de ma mère résonnait dans mon cœur. Seule ne signifie pas impuissante. Pour la première fois, je le croyais. Je réfléchis en descendant les marches du perron. Parfois, il faut perdre une famille pour se trouver soi-même. Mes frères et sœurs avaient choisi le contrôle, mais j'avais choisi l'indépendance. Je n'étais plus lié par leur poison. Le matin était vif, l'air aiguisé par la promesse de quelque chose de nouveau. Je resserrai ma prise sur mon sac, pas lourd d'héritage, mais léger de résilience. Au portail, je marquai une pause, me retournai une seule fois, et chuchotai, ils se sont battus pour de l'argent. Je me suis battu pour la vérité. Et la vérité était le seul héritage qui valait la peine d'être gardé. Puis je m'éloignai. Pas de colère, pas de regret, juste le silence. Un silence puissant, inébranlable. Je partis en silence, mais le silence parlait plus fort que leurs cris ne l'avaient jamais fait.